Courant d'affaires, on parle cybersécurité, un enjeu qui touche maintenant toutes les organisations, qu'elles soient petites ou grandes. Donc, trop souvent, on croit être trop petit pour intéresser les pirates informatiques, alors que les PME, les organismes sont justement des cibles faciles. Donc, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui est de démystifier le sujet, de montrer quelques actions simples qui peuvent faire une énorme différence. Absolument, c'est un sujet vraiment très intéressant d'actualité, on le dit souvent. Et pour mettre la table, on va d'abord regarder ce qui se passe concrètement sur le terrain dans les entreprises d'ici et quels sont les pièges les plus fréquents, par où commencent, oui, généralement les fameuses attaques qui, malheureusement, touchent beaucoup de monde également et surtout, quels gestes simples peuvent vraiment éviter beaucoup d'ennuis. Alors, on va en parler aujourd'hui avec François Ouellette de l'entreprise Progic, qui accompagne d'ailleurs les organisations dans leur protection numérique au quotidien, ainsi que Ahmed Enadji, qui est coordonnateur TI et chef de la cybersécurité institutionnelle et organisationnelle au Cégep de Matane. Alors, bonjour à vous deux, bienvenue à Courant d'affaires. Bienvenue. Alors, on saute tout de suite dans le vif du sujet. Dites-moi, est-ce qu'on peut être une petite organisation ou un établissement en région et quand même être une cible intéressante pour les pirates informatiques? Je dirais que oui. Vraiment, absolument. Aussi paradoxalement que ça puisse paraître, je dirais que les pirates informatiques vont principalement cibler des PME ou des petites organisations. Puis d'ailleurs, les rapports en témoignent. On peut parler du rapport de la CSC, qui est le Centre canadien de la cybersécurité, aussi les rapports de CIRA, qui est l'autorité canadienne en ce qui est de la gestion des noms et des domaines. Le rapport, il montre que dans les dernières années, 70% des cyberattaques qui ciblaient des PME ou des petites organisations. C'est énorme quand même. Absolument, en bas de 500 employés. Ceci dit, moi j'adore me mettre un peu dans la tête d'un cybercriminel, je ne le suis pas. Mais... C'est bien de spécifier. C'est on le précise. Puis, il faut les voir un peu comme des entrepreneurs, mais des entrepreneurs extrêmement rationnels. Ouais. Ils vont chercher à faire une attaque de façon à ce que ça soit rentable. Donc, généralement, il y a 3 variables qu'ils vont regarder. On parle du taux de métadonnées qu'ils vont exploiter, de la sensibilité de ces informations-là, mais aussi de la vulnérabilité des infrastructures. Généralement, dans des PME, tu me corrigeras si ce n'est pas le cas, que les infrastructures sont plus ou moins, on parle d'une maturité numérique quand même très, très moyenne, ce qui fait des cibles très attrayantes pour ces types de pirates. Oui, tout à fait. Donc, autant les grandes que les petites, j'interviens beaucoup plus au niveau des petites entreprises, mais le motif de cyberattaque, c'est souvent l'argent. Donc, comme Ahmed a dit, oui, c'est des entrepreneurs, puis on est loin du simple pirate dans son sol qui se met à pirater des organisations. Maintenant, ces organisations sont très organisées, ils sont coordonnés, puis leur première ligne d'attaque, souvent, c'est des robots automatiques qui vont tester des failles, puis une fois que la faille est trouvée, là, c'est des humains qui prennent la relève derrière. Mais majoritairement, le motif, c'est l'argent. Puis dans certains contextes, c'est la perte de services, mais quand on regarde, par exemple, les PME ou les moyennes entreprises institutionnelles, c'est souvent le fait de vouloir des rançons, de l'argent, négocier avec les dirigeants. Puis c'est comme ça qu'ils gagnent leur pain. On parle de plusieurs milliards de dollars à chaque année qui sont extirpés, volés quand même, à l'échelle internationale. C'est énorme. Et là, les risques de cybersécurité les plus fréquents que vous observez dans les PME ou dans les organisations, que ce soit publiques ou parapubliques, qu'est-ce que c'est? Moi, généralement, je dirais que ça peut paraître très, très banal, là, mais on parle de 2 types assez connus, donc des ronceaux logiciels et des courriels d'hameçonnage. Généralement, un courriel d'hameçonnage, c'est une sorte de courriel assez routinier de monsieur, madame, tout le monde, avec un nom assez commun, qui nous invite à cliquer sur un lien. Ça peut venir de grosses organisations, des gros noms, par exemple. C'est assez... faut développer une intuition. Mais malheureusement, aussitôt qu'on clique dessus, ça peut vraiment faire en sorte que le pirate ait accès au réseau quasiment total. Là. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'idéologie de ces cyberattaques-là, c'est que, comme on dit en informatique, on n'essaie pas d'avoir une attaque directe, donc de forcer un système. Là. Généralement, on va passer par ouvrir des brèches, des petites portes qui vont compromettre le système.
Puis généralement, nous autres, on s'en aperçoit pas avant peut-être quelques jours, voire quelques semaines. Et c'est le but visé aussi, j'imagine. Absolument. Oui, c'est le but visé. L'objectif, une fois que la brèche est forcée, c'est de faire des déplacements latéraux. Donc, on essaie de bouger dans les systèmes, de lancer des scans de l'interne pour essayer de monter. Dans le fond, c'est comme un jeu d'échecs où on met échec et mat l'organisation quand on prend le contrôle du tenant ou, par exemple, Microsoft 365. Là, si on réussit à avoir le rôle administrateur général de ce compte-là, c'est comme si on faisait échec et mat pour l'organisation parce qu'on a le contrôle de tout. Donc, c'est ça le jeu qui peut prendre des fois des semaines là, à s'exécuter parce que c'est ça, il y a des scans qui se font de l'interne, les pirates sont pas détectés, ils bougent, puis là, un serveur qui est mal protégé, on monte au niveau des droits jusqu'à atteindre les systèmes les plus critiques. Puis à partir de là, le pirate peut faire ce qu'il fait. C'est un contrôle presque total. Presque total. Les données sont exfiltrées, puis une fois qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, là, ils encryptent les données, puis ils contactent les dirigeants pour demander des rançons. Donc, c'est pas... ça prend du temps, souvent, une attaque. C'est pas détecté tout de suite, là, avec beaucoup de dommages. Quand même déstabilisant quand on pense à tout ça. Et ce sont des réalités. On voit aussi qu'il y a beaucoup de... On réussit à de plus en plus à être très, très fin. On réussit à copier les logos ou pas loin. On essaie vraiment d'aller chercher ce qui, au moins, tape à l'œil, nous fait parfois hésiter, mais malheureusement peut nous faire réagir rapidement. Et là, dans le mauvais sens du terme. Tout à fait. Exactement. Déstabilisant. Puis, si je peux me permettre, tu sais, Collabore, une compagnie qui s'appelle Collabore, là, s'est fait 8 millions de chiffre d'affaires là, de revenus de moins en décembre 2025, puis c'est attribuable à une cyberattaque. Donc, en ce moment, je ne sais pas si le bilan est déjà déposé, mais il s'en est vers la faillite. C'est pas le seul facteur, la cybersécurité, mais ça n'a pas aidé leur cas. Puis il y en a d'autres entreprises là, qui sont victimes, qui se dirigent vers la faillite à cause des cyberattaques. On entendait dans les dernières heures au niveau des médias, on en parlait avant d'aller en entrevue que certaines compagnies d'enneigement au Québec ont été touchées aussi alors que des fraudeurs envoyaient de fausses factures à des clients. Donc, c'est un exemple frappant. Quels sont les signes qu'un réseau ou un système pourrait avoir été compromis sans que l'organisation s'en rende compte immédiatement, François? Oh mon Dieu, il y a plein de signes. Si on parle, par exemple, plus des PME, là, souvent quand, par exemple, un compte courriel est compromis, ce qui arrive, une des premières choses, c'est qu'il y a des règles qui détournent tous les courriels. Donc, cette victime-là sert de vecteur pour envoyer des courriels à plein d'organismes, de clients, peu importe. Et la première chose que le pirate va faire, c'est créer des règles pour détourner les courriels que cette personne-là va recevoir. Donc, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as envoyé le courriel? Est-ce que c'est une fraude? Donc, ces courriels-là ne reviennent pas dans la boîte de la victime. Donc, c'est redirigé, par exemple, dans les archives ou la corbeille, de sorte que la personne se met à envoyer des milliers de courriels, mais ne le sait pas par son propre moyen d'envoi de courriel, que c'est lui-même un vecteur de transmission. Puis ça prend un petit bout. Donc, à un moment donné, un des signes, c'est qu'on ne reçoit plus de courriel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la journée? On est supposé savoir, je sais pas, 5, 10, 15, 20 courriels de l'heure, puis là, on n'en reçoit plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est un des signes. Ensuite, mon Dieu, les dirigeants peuvent se faire contacter directement pour des rançons. On peut voir les données qui sont exfiltrées. Donc, quand il y a des analyses sur le dark web, on peut voir que les données se mettent à fuiter. Donc, tout d'un coup, on a une quantité assez abondante d'informations de l'entreprise qui se retrouve en vente sur le dark web, puis l'entreprise ne le sait pas. Là. Donc, ça, c'est des signes que l'entreprise s'est fait exfiltrer des données, s'est fait pirater, et qu'elle ne sait pas. Souvent, les pirates, ils créent aucun dommage parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et tu parlais, François, de robots tout à l'heure. J'imagine que ça aussi fait en sorte que ça multiplie encore plus l'intrusion, j'oserais dire. Oui, les robots, c'est des petits programmes qui roulent, qui sont libres sur Internet, puis qui vont tester des failles. Donc, contrairement à nous, ils dorment pas la nuit. Là. Eux, ils dorment pas la nuit. Pendant des fêtes, le 25, il n'y a pas de réveillon. Il n'y a aucun férié pour eux. Eux, ils testent des systèmes. Donc, ces robots-là, c'est la première ligne. Donc, eux vont informer des vraies personnes que, il y a une faille sur tel serveur, tel client. Donc, là, après ça, il y a des humains qui embarquent, mais les scans sont faits par des robots, principalement. Même d'un point de vue opérationnel, je dirais que la tendance aujourd'hui, c'est d'avoir des SOC. C'est des systèmes de surveillance active. Puis comment on fait pour savoir que maintenant il y a une intrusion autre, ça arrive? On est un peu en retard quand on le sait. Parce que, par exemple, on va faire une analyse. On va trouver qu'il y a des adresses IP qui sont, soi-disant, qui ont des connexions anormales. On va avoir maintenant des connexions très, très tard la nuit.
un transfert de paquets de données qui est énorme pendant une X durée. Donc, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Puis, malheureusement, quand on bloque l'accès ou la connexion, ben, le mal, des fois, il est déjà fait. C'est incroyable quand même. C'est vraiment une vitesse d'exécution incroyable et qui peut malheureusement causer énormément de tort. Quelle place occupe le facteur humain? Comment on se sensibilise efficacement soi-même et nos employés également, ou des centaines d'utilisateurs, comme dans un cégep, par exemple? Je dirais que le facteur humain est le facteur central. Ceci dit... C'est le point de départ. Absolument, absolument. Mais je n'irai pas dans une vision assez pessimiste pour dire que voilà, les employés, c'est de leur... Il faut qu'ils fassent l'exercice, c'est de leur faute si jamais notre système est compromis. Pas du tout. Les employés ou les utilisateurs en général, que ce soit des employés ou des étudiants, constituent un peu la surface d'attaque la plus vulnérable. Ceci dit, il faudrait les sensibiliser éventuellement. Mais d'après mon expérience, les modèles de sensibilisation assez théoriques, là, formés dans une formation obligatoire 2 fois par année, puis l'employé se prête de permettre ça, c'est bon, mais je pense que c'est pas assez. Je pense qu'il faut sensibiliser ces gens-là à ce que ça soit plus des partenaires et non de simples utilisateurs, leur expliquer pourquoi on compte sur eux, puis développer une certaine confiance de cybersécurité collective, je dirais, que tout le monde soit conscient. Puis je pense qu'avec ça, on serait capable d'atteindre une certaine maturité numérique puis une certaine culture de cybersécurité organisationnelle qui serait assez haute. Parce qu'on n'est pas toujours au même niveau. Hein. C'est justement, je pense, d'échanger, de faire en sorte qu'on apprend davantage. Et ce qui fait que parfois, on peut éviter ces fameux pièges qui sont vraiment dévastateurs. En terminant, quelle est la première mesure simple et accessible que toute organisation devrait mettre en place, peu importe sa taille, selon François? La double authentification, c'est c'est le point 1. Ouais, c'est pas à toute épreuve, mais ça réduit à un très haut pourcentage toutes les tentatives de piratage. Parce que, dans le fond, si quelqu'un utilise ou vole votre mot de passe, vous avez un double facteur qui est un code, un SMS. On peut en parler un petit bout là, sur les SMS. Là, c'est pas le deuxième facteur le plus sécuritaire. Mais c'est quand même mieux d'avoir un deuxième facteur, même si c'est un SMS, plutôt que simplement un nom d'utilisateur et un mot de passe. Parce qu'une fois que cette donnée-là est volée, s'il n'y a pas de double authentificateur, il n'y a plus aucune barrière qui empêche un pirate d'accéder à votre compte. Tu sais. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est le moyen le plus économique, compte personnel, compte entreprise, c'est la double authentification, c'est la réponse la plus simple. Je pourrais élaborer plus. Pour l'écrire en gros, au bas de l'écran en rouge. Effectivement. Et là, oui, vas-y, continue. Non, je voulais élaborer. J'aimerais ajouter un point. Je pense que François serait très d'accord avec moi. Je ne veux pas faire peur à personne, mais il faut savoir que n'importe quel mot de passe est piratable. C'est juste une question de temps. Même si on essaie d'en faire un compliqué parfois, ça reste qu'il y a des chances. Effectivement, c'est piratable, mais c'est une question de temps. Un mot de passe peut être craqué en 3 secondes, comme il peut être craqué en 150 000 ans. Oui. Puis, ceci dit, dans une nouvelle structure TI, là, on suggère toujours à mettre un caractère spécial, une lettre majuscule, parce qu'il faut savoir que les caractères A, B, C, D, c'est des combinaisons binaires. C'est des suites de 0 et de 1. Et plus on met un mot de passe qui est complexe, plus ces structures binaires sont complexes, plus les ordinateurs et les microprocesseurs et des macroprocesseurs extrêmement puissants prendront du temps à craquer un mot de passe. Ceci dit, il faut vraiment sensibiliser les gens à respecter ces règles-là pour leur mot de passe. Donc, Puis, on va faire un petit peu sur ce qu'elle me dit. On a beau avoir, c'est ça. Mais par exemple, si on fait un test de mot de passe, il y a des sites qui permettent de tester le mot de passe qui disent que ça va prendre 200 ans avant de les découvrir avec la technologie. Ça peut arriver qu'on ait inscrit, c'est intéressant. Ouais, mais avec la technologie actuelle. Sauf que si, par exemple, on voit 1 milliard d'années que ça va prendre à décrypter un mot de passe, si on a une simple caméra qui filme quelqu'un en train de taper ce fameux mot de passe-là, toute la technologie du monde... On vient de réduire la 2 milliards d'années vient de tomber. Là. Exactement. Encore pire, si on a... Parce que ça se vend là, marché sur Amazon, on peut acheter un bidule qui coûte moins de 30$ qui va enregistrer tout ce qu'on tape sur un clavier. Donc, si vous tapez pendant 48 heures en mot de passe,
cette clé-là va capter séquentiellement toutes les lettres dans le bon ordre. Donc, la machine va vous dire, l'ordinateur va vous dire que ça prend des centaines de milliards d'années avant. Mais si vous faites juste un copier-coller de ce que vous avez capté, vous l'entrez. Donc, c'est pas. Tu sais, la technologie, oui, permet de sécuriser certains mots de passe. Mais si on va au-delà de la technologie, juste les yeux, les caméras, d'autres appareils technologiques qui permettent de capter les mots de passe, on contourne un peu toute cette robustesse-là. Ben moi, je vais me permettre de prolonger à mon tour une question de plus. Ça me vient comme ça. On dit souvent qu'il faut changer les piles au moins 2 fois dans l'année de l'avertisseur de fumée. C'est notre sécurité. Bon, c'est un minimum. Ouais. Est-ce que, justement, on dit souvent, c'est bon de changer nos mots de passe. Est-ce qu'il y a un nombre de fois qu'il faut le faire? Est-ce que c'est... Ben, moi, je dirais qu'idéalement, là, non, il n'y a pas un nombre précis pour changer son mot de passe, mais il faut essayer d'être imprévisible. Par exemple, avec les nouveaux modèles d'intelligence artificielle, et toutes les métadonnées qu'on génère personnellement. Par exemple, je suis quelqu'un qui aime les chiens, je vais toujours chercher une liste pour mon petit chien qui s'appelle Lucky, par exemple. Ben, le modèle d'intelligence artificielle, s'il tombe dans les mains d'une mauvaise personne, il serait capable de prédire un peu, ça serait quoi la combinaison de mon mot de passe. Là. On risque peut-être de retrouver Lucky avec quelques chiffres. Absolument. Donc, c'est peut-être pas plus changer le mot de passe à une fréquence, mais plus de mettre un mot de passe qui serait extrêmement sécuritaire et imprédictible. Puis, tu sais, dans ce concept-là, dans le fond, c'est de rajouter différentes couches de sécurité. Il faut voir ça un peu comme un oignon, tu sais. Donc, changer le mot de passe sur une base régulière, c'est une des couches de l'oignon. Ensuite, la deuxième, on active la double authentification. Troisième couche, on a des stratégies qui vont, par exemple, bloquer de où les gens se connectent. Tu sais, si les gens se connectent de la France, puis il n'y a pas aucun employé en France, puis on autorise ça, mais ça fait partie d'une des couches qui est faible. Tu sais, il faut rajouter une couche. Donc, il faut penser à la sécurité en termes de couches d'oignon, où on rajoute des couches à chaque fois, puis ça fait partie de la confiance zéro, en fait. C'est qu'on authentifie chacune des couches pour accéder aux données qui sont les plus importantes. C'est ça qui est important. Donc, c'est pas tant la stratégie de quand ou combien de fois dans l'année on change de mot de passe, c'est la combinaison de toutes les couches de sécurité qu'on va mettre pour l'accès aux données. On prend des notes. Oui. Et là, dites-moi donc, comment on devrait structurer des bonnes sauvegardes de données pour assurer la continuité des opérations en cas d'attaque? Parce qu'on s'entend quand tout est bloqué, tout est gelé, on revient au mode papier. On est habitué avec la technologie aujourd'hui qu'on a accès à tout. Là. Donc, on structure ça comment? Sincèrement, je dirais que lors d'un incident de cybersécurité, je pense que l'ennemi numéro 1, c'est d'improviser. Donc, je pense qu'il faut être clair, il faut être organisé, il faut savoir réagir. Puis c'est ça la différence entre une entreprise ou une organisation qui est en crise, puis une organisation qui est résiliente. Donc, quand on a des incidents qui arrivent aujourd'hui, il faut savoir qui prend les décisions, qui agit d'un point de vue technique, qui coordonne toutes ces opérations de ces parties prenantes, mais aussi qui communique l'information aux usagers pour pas faire des situations de stress, là. Donc, je ne pourrais dire plus à ce sujet, puis je pense que mon collègue François en termes de sauvegarde, il existe toutes plein de solutions, autant pour les petites que les grandes entreprises, puis là, c'est une question de budget aussi. Mais si on parle de petites entreprises PME qui ont toutes leurs données, par exemple dans Microsoft 365, il existe des solutions très économiques où on peut prendre une sauvegarde du fameux compte là, qu'on appelle le tenant. Donc, plusieurs fois par jour, c'est fait de façon automatisée. Mais l'important quand on prend des sauvegardes, c'est que plusieurs personnes voient le statut des sauvegardes. Ça, c'est comme l'étape numéro 1. Donc, les dirigeants doivent voir que la sauvegarde s'est bien effectuée. L'étape 2, qui est souvent très négligée, c'est que les sauvegardes ne sont pas testées. Donc, oui, on a le statut terminé avec ou sans erreur, mais qui teste vraiment les sauvegardes? Donc, ça, c'est le facteur le plus important. Tu sais, si on construit un bunker, puis on va pas vivre dedans pendant un mois, on sait pas qu'il va peut-être manquer un filtreur d'air. Donc, c'est important de tester la sauvegarde qu'on fait parce qu'on est à risque. Une sauvegarde non testée, c'est comme un système qui n'est pas sauvegardé. C'est un peu l'argument qu'on dit aux entreprises quand on les analyse.
Donc, oui, la sauvegarde. Puis, plus les entreprises sont volumineuses, ben, plus il existe des moyens dans les plans de continuité et les plans de désastre pour avoir une certaine redondance des systèmes. Donc, si, par exemple, on a une entreprise qui développe des sites web, ben, le serveur principal doit pouvoir se relever selon un certain nombre de temps. Puis, ce temps-là est défini par les dirigeants. Puis, c'est l'argent qui décide c'est quoi la latence. T'sais. Est-ce qu'on est prêt à accepter une journée, une semaine, un mois? Donc, les solutions seront déployées selon le budget, selon les exigences de l'entreprise par rapport à la relève de leurs données. Mais pour les PME, les solutions sont quand même simples. Il faut les mettre en place, puis qu'on fait ça des professionnels. Mais au moins, si la double authentification est en place, vous pouvez retarder de quelques jours avant que vous arriviez. Tu vois, c'est du hockey de base, mais très important. Oui, exactement. Puis là, lorsqu'un incident survient, OK, il y a une cyberattaque, la réponse à l'interne, on l'organise comment? Donc, qui décide, qui agit, qui communique? Là? Parce que on s'entend, tout le monde panique, hein, des gens partant, mais on organise ça comment, tout ça? Tout le monde panique. Tout dépendant. Par exemple, au cégep, il y a déjà une équipe interne de plusieurs personnes. Donc, c'est un peu différent de, par exemple, moi qui est un prestataire de service, puis qui offre le service à des PME. Parce que souvent dans les PME, ils n'ont pas de ressources technologiques. Donc, c'est moi qui prends le lead carrément d'une situation, qui va coordonner entre le client et l'équipe interne pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis là, je ne sais pas s'il y a des amateurs de la série 24 heures, là, mais quand un incident survient, souvent on agit avant la confirmation des gens. C'est comme si on avait une maison, qu'on fermait toutes les portes dès qu'il y a un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et tranquillement, pas vite, on va ouvrir la porte de la chambre, la porte de la cuisine et éventuellement la porte d'entrée. Mais pour ça, on va parler aux gens à l'interne, puis on va faire nos vérifications, mais souvent, c'est qu'on va sceller l'endroit, puis après ça, on va ouvrir au compte-gouttes. Puis toute cette mécanique-là, on l'a fait en collaboration avec le client, avec les gens impliqués, parce qu'eux, ils savent pas, ils se font bloquer leur ordinateur, ils ont une perte. Donc, il y a beaucoup de communication par courriel, par téléphone, puis c'est comme ça qu'on sort d'un incident qui est relativement simple. On pourrait parler aussi longuement des incidents qui sont réels, donc les moyens n'étaient pas en place, il y a eu des vrais incidents, mais je peux peut-être laisser la chance à Annette de parler un petit peu de peut-être qu'est-ce qui est en place au cégep. C'est vraiment différent là, par rapport à... Depuis mon mandat, j'ai eu la chance de jamais avoir recours à ce type de problème. Ceci dit, généralement, dans les organismes publics ou parapublics, il y a très souvent des comités d'urgence, où est-ce qu'il y a beaucoup de parties prenantes, généralement des cadres ou des professionnels, qui vont se réunir à une fréquence annuelle, biannuelle, des fois bimensuelle, afin de toujours faire le suivi de si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'on fait. Donc, chaque partie prenante, elle sait quoi faire, comment le faire et quand le faire. Donc, c'est toujours dans l'idéologie de prévenir et non guérir. C'est un peu ça, je dirais. Un suivi serré qui fait en sorte qu'on peut au moins mieux comprendre aussi, et éviter d'appeler Jack Bauer. Ouais, c'est ça. Puis, dans un contexte de parapublic comme ça, il y a aussi d'autres instances au-dessus du cégep là, qui vont aider. Donc, eux ont des experts aussi. Le cégep n'est pas tout seul. Ils ont plusieurs couches. Il y a le ministère de la cybersécurité qui offre aussi un service à travers d'autres instances. Donc, c'est quand même assez différent parce que c'est gouvernemental. Les preuves aussi, il faut faire attention au niveau des preuves. Une entreprise privée qui se fait attaquer un serveur, s'il veut, là, il n'est pas obligé d'appeler la GRC puis de donner son serveur, par exemple. Mais une entreprise publique, c'est vraiment différent. Parce qu'il y a des retombées politiques. Donc, les préjudices peuvent être vraiment à différentes échelles là, par rapport à une PME. Puis lui, il décide s'il veut perdre, par exemple, 100 000 pour payer sa rançon et devenir productif 24 heures après ou ne rien faire puis perdre une certaine quantité de données. Là. Vraiment intéressant. Hein? Il n'y a pas à dire, ça. On en apprend vraiment beaucoup. Oui, puis là, moi, j'imagine mes systèmes, puis là, je me dis, ouais, OK. On a des choses à travailler. Oui. Mais ça nous ramène vraiment à ce moment-là aussi, puis on sait ce qu'on veut faire. On veut vraiment, un peu comme une assurance, ce qu'on fait une assurance. Et bon, de la lire pour bien comprendre et faire peut-être parfois des ajustements pour s'améliorer. Je pense que ça va un peu dans le même sens. Est-ce que l'info nuagique, je vais dire comme il faut, est une solution plus sécuritaire ou est-ce que ça se déplace simplement, on déplace simplement les responsabilités autrement? Amen. Je dirais que c'est un transfert de responsabilité. Ceci dit, quand on virtualise,
ou qu'on va vers des solutions cloud infonuagiques, généralement, on signe pour une infrastructure qui est performante, qui est stable, qui va répondre à des besoins qui vont évoluer. Puis, généralement, les administrations, ils gardent eux autres même le pouvoir sur les accès, administrer, etc., etc. Ceci dit, le problème qui se pose, c'est généralement en ce qui est de la souveraineté des données. Donc, les data centers ou les centres de stockage de données, là, on se pose des questions. On l'a vu avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que c'est des informations qui sont stockées localement au Canada, du moins au Québec, ou c'est des multinationales qui gardent ces informations en dehors du pays? Donc, c'est là que la question se pose. Ce que je peux dire, c'est que le MCN, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, sont pas mal très, très à jour sur ce dossier. Puis, on a généralement des directives dont les établissements publics qu'on doit respecter pour protéger la souveraineté des données de l'ensemble des utilisateurs du pays. C'est vraiment une façon de faire intéressante, François. Oui, en fait, c'est ça. Donc, une entreprise, même une moyenne entreprise et grande entreprise, avoir des équipements aussi performants qu'un Amazon, Google, Microsoft, c'est souvent des pare-feux qui peuvent coûter jusqu'à 1 million de dollars. Qui va se permettre d'avoir ces systèmes-là et toutes les ressources autour de ces systèmes de protection-là qui vont coordonner toute la sécurité? C'est énormément d'argent. Quand on fait affaire avec un fournisseur infonuagique, cette infrastructure-là est là. Donc, c'est un contrat en responsabilité partagée. Donc, eux fournissent les équipements à la fine pointe de la technologie, mais les clients sont responsables de les configurer. C'est comme si on vous donnait, par exemple, une mitraillette à la fine pointe de la technologie, puis là, mais on vous montre pas comment l'armer, comment enlever le locket de sécurité. Si vous faites attaquer, puis vous essayez de tirer, ça fonctionnera pas. Donc, c'est un peu ça qu'ils fournissent. Donc, c'est des équipements qui valent très cher, qui sont très performants, mais il faut les configurer, il faut les implanter. Il faut les connaître aussi, il faut les maîtriser, j'oserais dire. Exactement. Donc, eux, ils fournissent le terrain de travail, puis nous, il faut prendre les outils, puis les mettre à sa main, mais c'est beaucoup plus sécuritaire parce qu'ils ont l'infrastructure et les moyens de le faire. Aussi. Qu'une petite entreprise qui croit qu'avoir un serveur de fichiers à l'intérieur, c'est plus sécuritaire que de les avoir dans l'infonuagique. Mais si c'est mal sécurisé dans l'infonuagique, c'est pas la même chose. Donc, ça revient au même. Mais il faut profiter de ces infrastructures-là qui sont vraiment, vraiment performantes. Ouais, vraiment intéressant. Comment une organisation peut-elle évaluer plutôt sa maturité en cybersécurité et bâtir un plan d'amélioration réaliste dans le temps. Vraiment faire quelque chose qu'on se dit, concrètement, ça peut se faire rapidement, François? Ben oui. Sur mon site Internet, j'ai un sondage qui permet en moins de 5 minutes de savoir c'est quoi un peu notre niveau. Ça donne une note. Puis cette note-là, incite l'entrepreneur ou l'organisation à aller plus loin. Si, par exemple, il répond à 3 questions sur 20, ça vaut la peine d'aller un petit peu plus loin pour pousser l'analyse. Puis il y a d'autres tests sur Internet qui permettent d'évaluer ces risques par rapport à la cybersécurité. Mais ensuite, oui, c'est important d'avoir un plan. On n'est pas obligé de le faire en 6 mois, ce plan-là. On peut le mettre sur 1 an, on peut le budgéter avec un échéancier dilué dans le temps, mais il faut le planifier. C'est vraiment intéressant. Oui. Merci, messieurs, encore une fois. On a appris beaucoup. Oh oui! Et là, restez avec nous, parce que dans quelques minutes, on a notre prochain invité qui va se joindre à nous. Alors, merci, messieurs. Plaisir. On se dit à la prochaine. On a pris des notes. Oui! Pour ce deuxième bloc, on passe de la prévention à l'intervention. Donc, quand une cyberattaque arrive, pour vrai, quoi faire, qui appeler, comment réagir sans empirer la situation? Et pour en parler, justement, on reçoit sur le plateau le sergent Frédéric Dehaye de la Sûreté du Québec, porte-parole de la SQ pour le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, qui va nous expliquer le rôle des autorités, justement, les bons réflexes à avoir si les erreurs à éviter lorsqu'une entreprise devient victime d'un cybercrime. On le reçoit sur le plateau aujourd'hui. Bonjour, ça va bien? Bonjour à vous deux, ça va bien, merci. Merci beaucoup d'être là, présent avec nous aujourd'hui. Oui, et là, dans un premier temps, vous nous avez mentionné que vous aviez un message à passer à nos auditeurs. Oui, clairement, je pense que c'est très important de souligner
toute personne qui sont victimes d'un acte criminel et qui le dénoncent. Toute personne, tout acte criminel, aujourd'hui on est ici pour parler de fraude, c'est le cas. Souvent, une personne qui est victime de fraude, ils vont avoir un grand sentiment de culpabilité, ils vont avoir honte. Pourtant, ça ne devrait pas. Il faut se rappeler que ce sont des victimes. Oui. Dans le cas des entreprises, souvent, ils ne voudront pas mal paraître. Ils ont un nom à protéger. Est-ce qu'il y a des entreprises qui portent plainte? Est-ce qu'il y a des entreprises dans l'Est du Québec qui ont fait des enquêtes dans les dernières années? Oui, effectivement. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Donc, en premier lieu, première question, quel type de cybercrime touche le plus souvent les entreprises et les organismes, que ce soit dans la région ou que ce soit à la grandeur du Québec? Je pense que c'est important, avant de répondre à ta question, de faire une petite précision. Donc, est-ce qu'il y en a des fraudes dans l'Est du Québec qui touchent des entreprises? Oui, il y en a. Est-ce que c'est un nombre important? Non. Donc, aujourd'hui, on est ici pour en parler. Est-ce que c'est important? Non. Mais si on est capable de mettre la puce à l'oreille puis éviter d'autres situations, c'est important de le faire. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Est du Québec? Qu'est-ce qui touche les entreprises? Oui, il y a des entreprises qui se font pirater. On peut parler d'hameçonnage. Également, est-ce qu'il y a des entreprises qui se font frauder sans avoir été piratées? Oui, aussi. Donc, je peux parler de la fraude du faux fournisseur, dans ce cas-là, qu'on peut voir. Oui, pas de problème. Intéressant. C'est la fraude du faux fournisseur, vraiment, qui est malheureusement trop en vedette aussi. Là. Oui, trop en vedette, c'est les bons mots. Cette fraude, le fraudeur, il va analyser une entreprise. Il va regarder son fonctionnement. Donc, l'entreprise X a comme fournisseur l'entreprise Y. On met un cas fictif, fournisseur Y qui fournit de l'acier. Le fraudeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simuler une facture qui est pratiquement identique à la facture Y, le fournisseur d'acier. Va l'envoyer au bon moment à l'entreprise. Et là, la personne qui est au compte à recevoir va voir l'entreprise. Sur la facture, ça va être identifié d'envoyer le montant d'argent dans tel compte, tout ça. L'entreprise de bonne foi envoie l'argent et l'entreprise subit une perte. Donc, c'est le genre de fraude qu'on a vu dernièrement dans l'Est du Québec, sans que le fraudeur n'a pas nécessairement piraté le système informatique de l'entreprise. Ouais, comme on le disait, on réussit de plus en plus à mieux copier les logos, toute l'information. C'est facile de se faire prendre aussi au premier coup d'œil, si on prend pas le temps de réfléchir avant de répondre. Là. Regarde, oui, effectivement, le point que tu amènes, Denis, il est très important. Tu sais, dans les conseils de prévention, aussitôt qu'il y a un courriel où il y a une demande de changer la méthode de paiement, changer le compte, que ce soit par courriel, même si vous pensez que ça vient vraiment de l'expéditeur, assurez-vous par téléphone de contacter soit votre client, soit votre fournisseur. Et c'est une technique. Sans faire le téléphone qui est dans le courriel. Oui, sans faire. C'est un très bon point. Donc tu sais, contre-vérifier les informations. Donc, pas se fier à ce qui est marqué dans un courriel ou sur une facture. Appelez directement l'entreprise, votre contact, et puis assurez-vous que les informations sont bonnes et crédibles. Ça peut éviter des pertes. Et ne pas tomber dans le piège. Même chose, cliquez sur le lien juste ici pour aller vérifier vos informations de connexion à notre compte et tout. Là, on ouvre la porte. Oui, clairement. Et là, où est-ce qu'on s'en va avec ça? L'importance pour l'employeur de bien former les employés. Bien former les employés à identifier des courriels frauduleux, des liens douteux. Donc, c'est un élément qui est très important. Le travail d'équipe, comme on le disait dans la première partie de l'émission, il faut vraiment en parler. Oui. Et là encore, je pense qu'il y a un travail à faire qui est normal aussi, là, à partir de chacun, mais au niveau de l'entreprise, ça peut être de bonnes discussions et surtout de se protéger en groupe. Là, oui, puis je vais faire du pouce aussi sur ce que tu dis, Denis. Oui, il faut en parler. Oui, il faut bien former les employés. Mais aussi, une entreprise, qu'est-ce qu'on peut suggérer? C'est qu'ils limitent les personnes au système de paiement. Donc, limiter au minimum les personnes pour les comptes à recevoir, pour les paiements. Donc, c'est une des façons qui peut permettre de sauver de l'argent, des carrément, clairement, oui. Et des pertes également, c'est sûr. Oui.
Oui, puis là, on a parlé, tu sais, fraude par courriel, les faux fournisseurs, mais on discutait en dehors des ondes tout à l'heure que, bon, oui, des fois des clonages de voix, mais également, on peut avoir, tu sais, on a de plus en plus de télétravail, donc l'ordinateur de l'entreprise peut être apporté à la maison. Et là, bon, ben, on utilise l'ordinateur de l'entreprise, que ce soit pour faire du magasinage en ligne ou des recherches personnelles et tout. Mais c'est une autre façon pour les cybercriminels. C'est comme si on ouvre une autre brèche qui permet exactement aux cybercriminels d'entrer dans les systèmes de l'entreprise via ces appareils-là. Mais ça leur permet aussi de soutirer de l'argent ou de l'information. Là. Oui, et on l'a vu dans l'Est du Québec, on l'a vu dans les dernières années, on l'a vu dernièrement aussi. Ce qui arrive, c'est que souvent, l'employé va recevoir, c'est de l'hameçonnage, va recevoir un courriel, un lien, il va l'ouvrir. Le fraudeur, lui, va être en mesure de rentrer dans le système. Je vous donne un exemple, de la boîte de courriel de l'entreprise. Et là, le fraudeur, il va se mettre en mode vigie. Il va surveiller les courriels qui rentrent, les courriels qui sortent. Et au bon moment, il va envoyer, au moment qu'il est censé avoir un transfert d'argent, il va envoyer un courriel pour finalement faire transférer les fonds dans son compte à lui. Je vous donne un exemple concret pour être sûr que tout le monde comprenne. Un concessionnaire automobile vend un véhicule. Il y a un cash, on s'entend, qu'il y a un dépôt oui, qui est donné au moment de l'achat. C'est entendu entre le vendeur que le dépôt doit être transféré de telle date, de telle façon. Le fraudeur, lui, qui regarde la boîte courriel, parce qu'il y a accès maintenant, à cause de de l'hameçonnage, lui regarde ça et au bon moment, il va envoyer un courriel de la boîte courriel de l'entreprise. Il va envoyer le courriel, mais pour le paiement, il y a un changement, envoyer l'argent dans tel compte. Par la suite, le fraudeur, il va effacer le courriel envoyé. On s'entend? Donc le responsable de l'entreprise, il efface les traces. Il n'en est pas conscient. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de dollars dans l'Est du Québec que des entreprises ont perdu dû à ce stratagème de fraude. Une entrée, puis ensuite on redirige vers un autre compte et c'est aussi simple que ça. Le travail est fait. Il est déjà sur un autre cas. Oui, il est déjà sur un autre cas. C'est rapide, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est toujours très, très, très rapide. La façon que ces gens-là, et j'imagine qu'ils prennent de plus en plus de risques aussi et tout ça, mais reste qu'à travers tout ça, il y a des impacts et c'est partout. Faut pas négliger ça. Négliger ça, c'est quoi le dire? Il y a des impacts et pour le commerçant et pour les clients. Et là, je reviens à ce qu'on parlait tantôt. Autant le client que le commerçant ne jamais se fier sur uniquement un courriel. C'est sûr que le client, l'acheteur du véhicule, lui, il est convaincu qu'il fait affaire avec le concessionnaire. Il reçoit un courriel du concessionnaire. Mais il faut faire une contre-vérification. Exact. Donc, on va vérifier par téléphone ou aller voir votre concessionnaire ou par téléphone, mais c'est vous qui rentrez en contact avec lui pour vous assurer s'il y a vraiment un changement dans la méthode de paiement. Oui, tout simplement. On est encore la bonne vieille méthode du téléphone. Et oui, et comme on disait tout à l'heure, pas le numéro de téléphone qui est dans le courriel frauduleux. Et là, est-ce que c'est dans ce que vous voyez au niveau de la Sûreté du Québec dans la région, est-ce qu'il y a d'autres types de stratagèmes qui est employé, que ce soit aussi, on parlait tout à l'heure, autant les fraudes personnelles, mais au niveau des entreprises aussi, y a-t-il d'autres choses? On parlait tout à l'heure, les faux courriels, les faux fournisseurs également. On a-tu d'autres choses qui est vraiment des cyberattaques avec rançon ou des choses comme ça qui ont été vues dans la région? Ça peut arriver, des cyberattaques avec rançon. C'est sûr que nous, à notre niveau, on ne recommande pas de payer une rançon. Quand que les données sont perdues, vous ne pouvez pas les récupérer. On s'entend que le fraudeur va les garder à son niveau. S'il y a une demande de rançon, est-ce que c'est possible, et que vous payez, est-ce que c'est possible qu'il va refaire une autre demande de rançon? Vous savez, lui, il le sait. Et le fraudeur sait que l'entreprise va payer. Donc, il peut être porté à le refaire. Donc, c'est du cas par cas. Est-ce qu'on le recommande? Non. Et puis, il n'y a aucune garantie. Non, c'est ça, parce que tu peux payer, ça ne veut pas dire que tu vas avoir tes données. Zéro garantie.
à ce point-là. Hein. Ah oui. C'est vraiment déstabilisant, on le dit souvent. Lorsqu'une entreprise réalise qu'elle est victime d'une cyberattaque, quel devrait être son tout premier réflexe? Outre que la panique. Oui. Ne jamais paniquer. Ne pas paniquer. On Ne jamais commence par paniquer. ça. Première chose, c'est isoler les systèmes. OK. Les systèmes qui sont impliqués, ça pourrait permettre d'éviter d'autres pertes de données qui sont importantes pour l'entreprise. Deuxième élément, l'importance de prendre en note, hein, de rédiger, prendre en note qu'est-ce qui s'est passé. Le cours des événements. Le cours des événements, oui, merci. le cours des événements. Aussi, ne jamais effacer la preuve. Jamais effacer les tantôt, c'était documenté que je voulais dire. Ah. Toujours bien documenté. Bien documenté. On va le dire un petit peu plus tard dans l'émission. Il est venu plus tard un petit peu, c'est bien documenté. Mais aussi, ne jamais effacer. Donc, les éléments de preuve. Garder les preuves, oui, c'est ça. jamais effacer, vider la corbeille, formater. Parce que nous, c'est des éléments qui sont très importants pour nous. Dans le cadre de notre enquête, pour identifier les auteurs. Et pourtant, on a comme un réflexe parfois parce qu'on a peur, On a peur. que ce soit Ouais. encore plus Grave. plus grave, exactement. Donc, c'est bon de le préciser. Il Oui. faut absolument conserver, Oui. dans la mesure du possible. On isole les systèmes, on documente, on efface rien, on communique avec les policiers. Et on ne panique pas. On n'a pas de Toujours en premier, on ne Oui. On revient à ce point-là. Très important. À quel moment devrait-on contacter les autorités policières lorsqu'on est rendu là, qu'on se dit, bon, là, ça va pas bien. Oui. Comment Qu'est-ce qu'on je le fait? dis parce que certains sont un peu aussi désemparés parfois là, Oui, face à clairement. ces situations-là. On ne sait pas à quelle porte frapper. Là. Oui, donc clairement, les premières étapes, je les ai mentionnées après. Après ça, aussitôt que possible, vous communiquez avec les policiers. Nous, notre rôle, à nous, c'est d'enquêter. Donc, on va recueillir le maximum de preuves qu'on peut. On va enquêter le dossier. On veut identifier les responsables. On veut procéder à leur arrestation, puis finalement les traduire en justice. Alors, c'est notre rôle. Oui. Donc, après les étapes, vous communiquez avec nous. Et connaissant le système policier, j'oserais dire, vous travaillez en corps policier, mais ça parle encore plus loin avec la GRC et autres, partout au Canada, même à l'extérieur du pays. Là. Pour la cybercriminalité, on a des enquêteurs qui sont spécialisés en cybercriminalité, Aussi. mais ils n'ont pas tout le crédit. Parce qu'on a des spécialistes en cyber qui chapeautent les enquêteurs. On s'entend, donc c'est un travail vraiment d'équipe. Aussi, on a des partenaires externes, donc on va travailler avec d'autres organisations policières partout au Canada, mais ça peut aller aussi à l'international. Donc notre division en cybercriminalité, c'est pas juste des enquêteurs, c'est des enquêteurs, des spécialistes. On échange l'information entre organisations policières au Canada, mais aussi à l'étranger. Puis l'objectif, c'est de les localiser, ces fraudeurs, de les traduire en justice. Et ce que vous faites souvent, c'est agir le plus rapidement possible, bien Oui. sûr, dans l'espoir de justement mettre la main au collet de souvent ces groupes-là aussi. Regardez. On peut le voir à la télé souvent, là, dans les bulletins de nouvelles. Mais moi, j'ai une interrogation supplémentaire. Par contre, Oui. quand vous vous rendez compte au fil de l'enquête que les fraudeurs sont à l'international, bon, là, il y a des contraintes supplémentaires qui Oui, il y a viennent des jouer con- dans le il y a- votre il y a des- cours, là. oui, il y a des contraintes Manœuvre, supplémentaires, mais Parce que la Chine, c'est Ça loin. complique, là. Il y a des Exemple, contraintes là. supplémentaires, N'importe tout quel pays, dépendamment là, tu sais. du pays. Fait que, tu sais, je rentrerai pas dans les pleins détails, mais oui, ça complexifie l'enquête. Bon, mais oui. est-ce qu'on peut travailler à l'étranger? Oui, on peut OK. le faire. Oui. Oui, il y a une collaboration, comme on le disait tout à Oui. l'heure. Et encore Avec là, certains pays. Des structures OK. bien. Oui, Oui. certains, c'est vrai qu'il faut dire certains pays Oui. quand même. Que peuvent concrètement faire les policiers une fois qu'une plainte est vraiment déposée? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà là, à la base peu importe le dossier? Là? C'est sûr qu'on n'est pas des spécialistes comme On a eu dans comme notre vous avez eu bloc. dans le premier bloc. Et moi, je suggère fortement à toute entreprise d'aller rencontrer des spécialistes en cybersécurité, justement pour éviter Oui. des situations comme celle-là. Oui. Mais est-ce qu'on laisse seuls nos victimes? Jamais. Ouais. Depuis le début du tournage, nos deux premiers invités sont mes meilleurs amis maintenant. Mais je pense que oui, il faut, Oui. on le disait tout à l'heure, lorsqu'on parle de communication, je pense qu'il faut de plus en plus communiquer pour davantage justement faire en sorte, et comme on le disait tantôt, que les personnes touchées contactent les autorités aussi pour aider à faire avancer les enquêtes.
Et oui, et là, je passe rapidement sur une question parce vous l'avez répondu, vous avez très bien répondu tout à l'heure, mais j'aimerais savoir, moi, les erreurs les plus fréquentes qui sont commises par les entreprises lorsqu'il y a une attaque. L'erreur la plus fréquente. Paniquer. Et d'attendre avant de communiquer avec votre service de police. Si vous, j'en parlais tantôt, si vous effacez des données, si vous formatez si vous allez effacer des preuves qui sont déterminantes dans le cadre de notre enquête. Sont le point de départ Donc, aussi qui aide à l'enquête. Oui, clairement. Donc, plus une victime attend, mais plus ça diminue nos chances d'identifier puis de rendre à terme notre enquête. Non, fait que dans le fond, première chose à faire, on se dépêche. On se dépêche, on communique. On panique pas, on téléphone. Oui. Et on là, prend les moyens nécessaires bons de moyens. bien spotter. Exactement. Et là, j'aimerais savoir, on en a discuté tout à l'heure, puis ça va être bien qu'on fasse vraiment la distinction. Une entreprise qui est victime d'un vol, une fuite de données. Moi, je demandais tout à l'heure, est-ce qu'elle a des obligations légales? Et là, vous m'avez apporté vraiment quelque chose de très intéressant au niveau de la distinction. Oui. Les obligations légales, le travail du corps policier. Les policiers. Les policiers, on a le mandat d'appliquer différentes lois, notamment le code criminel. Est-ce que une entreprise qui se fait pirater ou qui est au courant qu'il y a des données personnelles qui ont été contre leur gré, là, en possession de d'autres personnes. Là. Est-ce qu'ils ont des obligations légales? Oui. Est-ce que c'est des obligations légales en vertu du code criminel? Non. Moi, dans ce cas-ci, je référerais l'entreprise à un juriste en droit civil pour vraiment bien être conseillé. Oui, parce que ça peut être une problématique aussi, là, parce que de ce côté-là également, on disait tout à l'heure, appeler la sûreté, appeler les policiers, mais également savoir, là, OK, moi, qu'est-ce que je suis dans l'obligation de faire? Oui. C'est très important. S'il y a des données là, qui sont très importantes, le prénom, date de naissance, numéro d'assurance sociale, les adresses, les ci, les ça, oui, communiquer avec un juriste en droit civil pour être sûr de faire les choses de la bonne façon. Donc, juste avant que tu poursuives avec ta dernière question, Denis, moi, j'ai une interrogation, parce que là, on parle beaucoup de cybersécurité au niveau des entreprises, le type de fraude dont les entreprises, les organismes peuvent être victimes. Mais par contre, on voit de plus en plus au niveau des médias et tout, d'autres types de fraudes qui touchent les gens de façon plus personnelle. Oui. Donc, on a parlé tout à hors d'entrevue, dans le fond, fraude amoureuse, mais il y a d'autres types de fraudes aussi qui touchent les gens, là. Fraude amoureuse, faux représentant, on le voit tellement souvent dans l'Est du Québec. Partout au Québec, la fraude faux représentant, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. Ils vont dire par téléphone qu'ils sont des représentants d'une institution financière. Ils vont dire à la victime, vous êtes présentement victime d'une fraude. Pour régulariser la situation, il faudrait protéger vos comptes. J'aurais besoin d'avoir votre numéro de compte. Ils vont demander des renseignements qui sont confidentiels. La victime va les donner, régulièrement les renseignements-là. Pensant que c'est une personne de l'entreprise. Mais jamais une institution financière va communiquer avec vous et va demander des renseignements bancaires, des informations. Ni les municipalités, ni les policiers. Il y en a qui se font passer pour des policiers aussi. C'est des gens qui sont extrêmement talentueux. Ils vont mettre énormément de pression, tellement de pression que les gens ils vont baisser leur garde. Pareil aussi, la fraude aux grands-parents. La fraude aux grands-parents, j'ai entendu beaucoup dans les derniers mois que les victimes, les grands-parents, pensent sincèrement que c'est leurs petits-enfants qui les ont appelés, qui ont simulé une situation d'urgence. Hein. Ils ont été arrêtés par les policiers, ils ont eu un accident, ils ont besoin d'argent. Ils sont convaincus que c'était la voie situation d'urgence. C'est toujours le même modus operandi, créer un fort sentiment de stress. Ils sont convaincus qu'ils parlent à leurs petits-enfants. Or, nos enquêtes, il y a eu très peu d'enquêtes où c'est documenté que c'est réellement la voix du petit enfant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que est-ce que la technologie existe pour imiter la voix d'une personne? Oui, elle existe, mais on doit
faire parler la personne pendant plusieurs minutes. Oui, vraiment. Et puis par la suite, on va être capable de recréer la voix. Mais nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est des îlots. Donc, les fraudeurs vont être dans le secteur de Matane. Ils vont passer 2 jours là. Après ça, ils vont être dans le secteur de Gaspé. Ils vont appeler 30, 40 personnes âgées, souvent. Ils vont faire le même scénario. Donc, c'est impossible, techniquement, que les fraudeurs ont appelé tous les petits-enfants puis pour essayer de reproduire la relier voix. le vrai petit aux grands-parents, là, c'est pas le cas. Exact. Mais ils sont très, très, très bons. Hein? C'est pour mettre de la pression, pour que les gens baissent leur garde. Puis finalement, ben, il y en a malheureusement qui se font frauder. On voit que c'est toujours le mot qui revient. Hein. Baisser la garde, on le disait avec nos 2 premiers invités aussi, ou le sentiment aussi de dire tout va bien, on est bien protégé, tout est parfait. En informatique, oui. En informatique. Mais là, moi, mon interrogation par rapport à tout ça, tu sais, on a parlé beaucoup, faut pas détruire les preuves, les courriels frauduleux et tout, mais quand ça se fait par téléphone, Ouais, là, c'est plus difficile. là, puis qu'on a raccroché. Quand ça se fait par téléphone, vous appelez les policiers. OK. Nous, là, dernièrement, on a procédé dans les dernières années, 2025, 2024, à tous les ans, on réussit à arrêter des personnes qui font ce genre de fraude-là. au moins déjà rassurant, oui, quand même, ce qui est déjà rassurant. Dans ce genre de fraude aussi, là, quand quelqu'un simule que c'est votre petit enfant, là, arrangez-vous pour avoir un code avec lui, avec elle. Regarde, là, un code ou regarde, c'est quoi qu'on a fait l'été passé, là, tu sais, la dernière. Pas le nom de ton premier c'est quoi, chien, c'est ça, tu sais, là, vous avez. Les triples questions de sécurité. C'est vrai, oui, c'est une question de. Quel était ton premier toutou préféré? Je pense que c'est peut-être... Et c'est comme ça qu'au bout de la ligne, ça raccroche ou ça arrête là. Oui. Parce que leur méthode, on le dit, c'est faut essayer rapidement de déstabiliser la personne. Et dans le fond, on est comme sur une corde raide. C'est le premier qui tombe, là. Et c'est souvent ça. Souvent, là, dans les derniers événements qu'on a eus dans l'Est, il y a des gens qui ont fait venir les fraudeurs jusqu'à chez eux, venir chercher la somme d'argent, ou ils les ont fait venir proches. Et nous, on avait comme renseignement le véhicule que le fraudeur utilisait. Donc dans ces cas-là, pour nous, on sait qu'ils sont dans le secteur, on vient avoir l'information sur le véhicule, ça prend pas de temps qu'on les localise. Là. Et c'est là donc, là, l'importance de communiquer avec nous. Oui, puis là, le fraudeur tombe dans le panneau et ça, c'est merveilleux. Oui, il y a des gens qui nous appellent, ils savent que c'est un appel frauduleux, ils embarquent dans le jeu, ils sont censés venir à telle heure, à telle place. Ils nous communiquent avec nous, puis on les arrête. Ben voyez, ce qu'on disait en début d'entrevue est encore plus important, c'est de dénoncer, de ne pas avoir peur d'appeler, de dire, bon, mais moi, j'ai eu tel appel. Il y a des interrogations parfois qui peuvent mener loin et heureusement mener à des arrestations. On est déjà rendu à la conclusion de notre émission d'aujourd'hui, Denis. Ça va trop vite. Ça va trop vite. On n'a pas fini. On aurait pu en parler encore très longtemps. Ben justement, on arrive à la dernière partie de l'émission aujourd'hui. Si on peut résumer ce qu'on a appris au cours des dernières minutes, la cybersécurité, ben, ce n'est pas seulement une question de technologie, mais aussi de bons réflexes, vous l'avez entendu avec nos invités, de collaboration et de rapidité d'action, comme Frédéric Deshaies disait. En sachant quoi faire et vers qui se tourner, on peut vraiment limiter les impacts et mieux protéger nos organisations et nous protéger, bien sûr. Exactement. Donc, merci Frédéric et merci à nos invités du premier bloc d'avoir partagé leur savoir-faire et leurs conseils, bien entendu. Et merci à vous d'être à l'écoute. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode de Courant d'affaires qui est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie en collaboration avec Nous TV.